Chers auditeurs et passionnés de l'étrange, bienvenue dans le podcast du Salon Fantôme. Je suis votre hôte, Sandy Lakdar, et c'est au coin d'un bon feu de cheminée que je vais vous parler d'histoires paranormales, surnaturelles ou encore de curiosités anciennes. À présent, installez-vous confortablement, oubliez la normalité et gardez l'esprit ouvert. Dans cet épisode, je vais vous raconter l'histoire d'une personnalité qui a fait beaucoup parler d'elle de son vivant, mais qui aujourd'hui encore interroge de nombreux spécialistes. Laissez-moi vous présenter l'aventure étonnante de Rosemary Brown. Rosemary est née en pleine Première Guerre mondiale, en 1916, dans la banlieue de Londres. Alors qu'elle a tout juste 7 ans, elle est témoin de l'apparition fantomatique d'un homme au milieu de la nuit. Celui-ci lui dira qu'il est compositeur et qu'il fera d'elle une célèbre musicienne. Puis, l'esprit de cet homme disparaît. Mais Rosemary ne prête pas vraiment attention à ce qui vient de se passer et retourne à ses activités d'enfant. Ce n'est que 10 ans plus tard, elle est alors âgée de 17 ans, que Rosemary découvre l'image du compositeur Franz Liszt dans un livre. Immédiatement, elle reconnaît ce visage. Elle ne l'a d'ailleurs jamais oublié. Il s'agit de l'homme qui lui est apparu quelques années plus tôt, alors qu'elle n'était qu'une fillette. Mais là encore, Brown ne se pose pas plus de questions et continue sa vie tout à fait normalement. Elle travaille pour la poste anglaise et se marie, à l'âge de 36 ans, avec Charles Brown, dont elle aura 2 enfants, une fille et un garçon. Malheureusement, après seulement 9 ans de mariage, son mari décède en 1961. Rosemary devient alors veuve et c'est à partir de là que toute sa vie va totalement basculer. Dès 1964, l'esprit de Franz Liszt revient voir Rosemary Brown et comme promis, il va faire d'elle une grande musicienne. Mais Liszt ne sera pas seul à s'inviter chez Rosemary. En fait, c'est un cortège de prestigieux compositeurs défunts qui vont tour à tour solliciter Rosemary dans un but bien précis. Tous vont demander à Brown de terminer les sonates qu'ils avaient en tête, mais qu'ils n'ont pas eu le temps de produire de leur vivant. C'est ainsi que Rosemary Brown va retranscrire une sonate de 40 pages dictée par Schubert, une fantaisie impromptue en 3 mouvements qu'elle attribue à Chopin, 2 symphonies de Beethoven. Mais il y a aussi Brahms, Bach, Debussy ou bien même Mozart. Brown dira que chaque compositeur avait sa propre méthodologie pour lui dicter le travail. Par exemple, Liszt lui contrôlait les mains sur le piano et Brown en retranscrivait les notes. Chopin, au contraire, dictait d'abord les notes et ensuite lui prenait les mains. Schubert, de son côté, lui chantait les compositions à faire. Quant à Beethoven et Bach, ils dictaient simplement les notes de musique souhaitées. Malgré les différentes nationalités de tous ces artistes, Brown dira que tous lui parlaient uniquement en anglais. Lorsque Brown a commencé à diffuser les sonates qu'elle recevait de la part du monde des esprits, elle a immédiatement dit que celles-ci lui avaient été dictées depuis l'au-delà. Alors bien sûr, les sceptiques s'en sont donnés à cœur joie. Elle a été décriée de son vivant. Mais encore aujourd'hui, la question se pose à savoir si cette femme était bel et bien une médium ou une simple imposture. Et si la question se pose autant, c'est parce qu'en fait, le travail de Brown était excellent. De nombreux musicologues se sont penchés sur ses œuvres, et nombreux sont ceux qui sont restés perplexes. Humphrey Searle, qui était un grand spécialiste et analyste de la musique de Liszt, dira que pour lui, tout ce que Brown a proclamé provenir du compositeur hongrois correspondait en tout point à ce qu'aurait pu créer Liszt. Mais surtout, il ajoutera qu'une simple amatrice de piano n'aurait jamais pu composer des morceaux d'un tel niveau de perfection. D'autres spécialistes confirmeront que le travail de Brown aurait été très difficile à contrefaire sans être une véritable maestro. Néanmoins, certains psychologues estimeront que les mélodies de Brown
lui étaient simplement dictées par son subconscient et n'étaient qu'au final que de simples refontes de morceaux déjà existants ou bien de charmantes pastiches. Le musicologue Enrico Bonfim analysa l'une des sonates que Brahms attribue à Schubert et pour lui, on y retrouve toutes les caractéristiques les plus importantes du traitement de la forme des mélodies de Schubert. Selon lui, cela ne peut pas être une simple imitation superficielle. De plus, il défend le travail de Rosemary comme légitime en soulignant qu'il n'y a aucun équivalent capable de reproduire autant de styles de musique classique différents. Cela n'est jamais arrivé. Pour Bonfim, le travail de Brahms est absolument unique et mérite une véritable attention de la part de la musicologie. La BBC a réalisé en 1970 un sujet sur Brahms et durant ce reportage, Rosemary partage de nombreuses informations sur son travail avec Beethoven. Tout d'abord, on comprend que c'est Liszt qui a présenté Beethoven à Rosemary. Elle se souvient que lors de cette première rencontre, elle était très nerveuse en la présence du compositeur allemand. Elle trouvait qu'il avait un regard presque féroce. Liszt la rassura sur ce point en lui expliquant que ce regard n'était dû qu'au fait que Beethoven devait doubler de concentration pour réussir à communiquer car il souhaitait utiliser la télépathie pour se faire comprendre. D'un point de vue physique, Beethoven ressemblait exactement au portrait qu'on a de lui dans nos bibliothèques. Et bien qu'il était connu pour avoir des problèmes de peau, Rosemary explique que ce n'est plus le cas dans le plan spirituel auquel il appartient à présent. Tout comme sa surdité, tous ces problèmes physiques et typiquement terrestres disparaissent dans l'après-vie. Rosemary Brown s'est rendu compte, face à Beethoven, que l'âme du compositeur était extraordinaire et qu'elle en était extrêmement admirative. Et en suivant une impulsion, elle lui a même dit « Beethoven, je vous aime ». Et il lui a répondu avec un sourire en coin « Bien sûr ». Toujours devant les caméras de la BBC, Brown va attester être en la présence de Beethoven, qui lui demandera de rassurer les téléspectateurs en leur transmettant le message que la mort n'est pas la fin. Brown s'est éteint en 2001, à l'âge de 85 ans. Elle laisse derrière elle plus de 3000 œuvres musicales dictées par le monde invisible. Ces communications médiumniques artistiques, si je peux les définir ainsi, ont également pris place en France, mais c'est sous forme de peinture que celles-ci se sont matérialisées et non en musique. Cette nouvelle vague qu'on définit comme la peinture spirit sera très prospère dans les années 30 grâce au pinceau de 3 hommes qui en seront les principaux acteurs. Ce sont Fleury-Joseph Crépin, Augustin Lesage et Victor Simon. Aucun d'entre eux n'était artiste à l'origine. Fleury était plombier-zingueur. Quant à Augustin et Victor, ils étaient tous les deux mineurs dès la fin de leur école primaire. Ce n'est d'ailleurs pas le seul point commun entre ces hommes, puisqu'ils sont tous les 3 nés à la fin du XIXe siècle, dans le nord de la France. Tous sont issus de la classe ouvrière et tous seront sous les drapeaux durant la Première Guerre mondiale. Le pionnier en la matière des peintures spirites, c'est Lesage. Durant l'année 1911, Lesage a 35 ans et alors qu'il piochait dans une mine comme à son quotidien, il entendra la voix d'un esprit lui dire « Un jour, tu seras peintre ». Peu de temps après cet épisode, un de ses amis l'initie au spiritisme qui est très en vogue à l'époque. Lesage découvre en lui de grandes capacités médiumniques insoupçonnées jusqu'alors. Parmi les messages qu'il entend de la part du monde des esprits, il reçoit l'ordre de dessiner et celui-ci s'exécute immédiatement. Ses mains sont guidées pour créer ce que l'on appelle des dessins automatiques. Ses œuvres seront signées du prénom de Marie. C'est sa petite sœur, qui est morte alors qu'elle n'a que 3 ans. Ensuite, les messages de l'au-delà continuent. Aujourd'hui, il n'est plus question de dessin, mais de peinture. Sois sans crainte et suis bien nos conseils. C'est nous qui tracerons par ta main. Ne cherche pas à comprendre. Surtout, suis bien nos conseils. Au total, ce sont plus de 800 tableaux
que le sage nous laisse en héritage. Certains qui l'ont côtoyé diront que la profondeur de son regard et la sérénité qui s'en dégageait étaient impressionnantes. Pour eux, Augustin ne réfléchissait pas lorsqu'il était devant sa toile, mais il était conduit par une force invisible. Augustin le sage n'a jamais fait fortune grâce à ses peintures, puisqu'il vendait ses tableaux au prix du matériel utilisé auquel il ajoutait le même tarif horaire que lorsqu'il était à la mine. Néanmoins, le sage était mondialement connu et reconnu de son vivant. Roosevelt lui-même lui achètera une toile, et tout le mouvement surréaliste aura un très grand intérêt pour le travail de l'artiste. Du côté de Fleury-Joseph Crépin, c'est encore une autre histoire. Il ne découvre la peinture spérite que dans les années 30, mais il était tout de même déjà très connecté spirituellement en se découvrant la capacité de guérir grâce au flux énergétique qui se dégageait de ses mains. Il pouvait même soigner à distance en utilisant une mèche de cheveux du malade qu'il déposait sur un morceau de carton en forme de cœur. Le patient, de son côté, devait placer lui aussi ce cœur sur la partie du corps qui le faisait souffrir. En 1939, Crépin révélera entendre une voix céleste lui dire « Quand tu auras peint 300 tableaux, ce jour-là, la guerre finira. Après la guerre, tu feras 45 tableaux merveilleux et le monde sera pacifié. » Crépin achèvera sa 300e peinture le 7 mai 1945. Et comme nous le savons, l'armistice de la Seconde Guerre mondiale fut signé dès le lendemain, soit le 8 mai 1945. En 1947, Crépin entame la création des 45 tableaux merveilleux pour œuvrer dans la pacification du monde. Mais il meurt le 10 novembre 1948. Il ne lui restait alors que 2 tableaux merveilleux à achever. Fleury-Joseph Crépin est enterré avec toutes ses esquisses comme ses dernières volontés le demandaient. Enfin, Victor Simon, lui, a découvert sa médiumnité dès l'enfance, puisqu'à l'âge de 6 ans, il revit l'initiation égyptienne dans un rêve étrange. Il comprend par la suite qu'il est entouré d'êtres invisibles. Rapidement, il s'intéresse à la théologie, mais aussi au spiritisme. C'est en 1930 qu'il rencontre Augustin le Sage et se lance dans la création de sa première peinture après avoir canalisé un message médiumnique. C'est une œuvre de 2 mètres sur 4 qui s'intitule « La résurrection ». Simon peindra de nombreuses toiles, soit très grandes ou au contraire très petites. Il sera également très impliqué dans la diffusion des messages spirituels qu'il reçoit, en créant son propre journal intitulé « Force spirituelle », dont le dernier numéro sortira le 31 décembre 1976, 4 jours avant sa mort. Que ce soit chez Simon, Crépin ou Le Sage, de nombreuses similitudes existent dans leurs peintures. Elles sont toutes très symétriques, avec parfois des influences indiennes, égyptiennes, des mosaïques aux couleurs chatoyantes. Les œuvres de ces 3 artistes, guidés par les esprits, ont été réunies en 2020 dans une grande exposition parisienne qui s'est installée sur les murs du musée Mayol et qui fut baptisée « Esprit, es-tu là ?» Alors que notre feu de ce soir touche à sa fin, souvenez-vous que notre monde est empli de mystères. Derrière chaque porte fermée, chaque recoin sombre, se cache peut-être une histoire qui attend d'être racontée. Je suis Sandy Lagdar et vous avez écouté le podcast du Salon Fantôme. À très bientôt pour de nouvelles histoires.